Mon fils et sa femme sont partis en croisière, me laissant garder mon petit-fils de 8 ans, qui est né muet. Quand la porte s'est refermée, il m'a regardé et a dit d'une voix parfaite, « Papy, ne bois pas le thé que maman a préparé. » Elle a comploté et mon sang s'est glacé. Mon fils et sa femme sont partis pour une croisière de vacances, me demandant de garder mon petit-fils, un enfant de 8 ans, qui n'avait pas prononcé un seul mot depuis le jour de sa naissance. À l'instant précis où la porte d'entrée s'est refermée derrière eux, le garçon s'est immobilisé, a croisé mon regard directement, et a parlé d'une voix impeccable, « Claire, papy, s'il te plaît, tu ne peux pas boire ça. » Le sang s'est glacé dans mes veines. Tout ce que je croyais savoir s'est effondré brutalement. J'avais été un guerrier, autrefois. Maintenant, je retournais au combat. Sauf que cette fois, le combat était pour ma famille. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul là-dedans. Laissez un commentaire pour dire d'où vous regardez, votre ville, votre pays. Parce que dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi je partage cette histoire avec le monde, peu importe où vous êtes. À 68 ans, après 2 tours de service au Vietnam et avoir enterré ma femme il y a 4 ans, je pensais connaître la peur. J'avais tort. La véritable terreur, c'est le bruit d'un garçon de 8 ans qui brise 8 années de silence pour vous dire que quelqu'un essaie de mettre fin à vos jours. Mon fils Christopher s'est garé dans mon allée juste après 9 h ce jeudi matin, sa berline argentée étincelant sous le soleil d'octobre. Sa femme Amber est sortie en premier, les cheveux blonds parfaits, des lunettes de soleil de créateur perchées sur sa tête. « Papa, merci encore pour ça », a dit Christopher, en sortant leur bagage. Une croisière de 4 jours aux Caraïbes, pour notre anniversaire. Lucas est sorti de la banquette arrière, petit pour ses 8 ans, serrant contre lui cet éléphant en peluche qu'il transportait depuis ses 2 ans. Le médecin avait dit qu'il ne parlerait jamais. Non-verbal, c'est comme ça qu'il l'appelait. Mais quand ce garçon vous regardait avec ses yeux bruns, je me suis toujours demandé s'il ne se passait pas plus de choses là-dedans que ce que l'on soupçonnait. Dans ma cuisine, Amber a posé une petite boîte sur mon comptoir. « Harold, j'ai préparé ta tisane spéciale à la camomille, le mélange qui t'aide à dormir. » J'ai hoché la tête, bien que je ne me souvienne pas avoir mentionné des troubles du sommeil. « C'est très important que tu la boives 2 fois par jour, matin et soir. » Elle a aligné les sachets avec une précision méticuleuse. J'en ai fait assez pour toute la durée de notre absence. À ton âge, la régularité compte pour ta santé. Quelque chose a vacillé sur son visage, puis a disparu aussi vite qu'une attaque de serpent. Mes instincts de combat se sont réveillés, ce 6e sens hérité des territoires hostiles. Mais c'était ma belle-fille qui parlait de thé. J'ai refoulé ce sentiment. On devrait y aller, a dit Christopher depuis l'encadrement de la porte. Je l'ai regardé embrasser le front de Lucas, mais ses yeux fuyaient le visage de son fils. Il n'arrivait pas tout à fait à le regarder. « Sois sage pour papy », a dit Amber à Lucas. Sa voix n'avait aucune chaleur. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ?» Lucas n'a pas répondu. Il ne répondait jamais. Ils sont partis dans un flou d'adieu. Je suis resté sur mon porche, la main de Lucas dans la mienne, regardant cette berline disparaître au bout de Maple Street. L'air du matin était vif, les feuilles commençaient juste à changer de couleur. Cela aurait dû être paisible. La porte a cliqué en se fermant derrière nous. Les doigts de Lucas se sont agrippés autour de mon poignet, fort, de manière urgente. J'ai baissé les yeux. Il a laissé tomber son éléphant. Son autre main pointait vers la cuisine, vers cette boîte de thé. Tout son corps tremblait. « Lucas, je me suis agenouillé. »« Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand ?» Sa bouche s'est ouverte, fermée, puis ouverte à nouveau. Ses yeux étaient écarquillés, remplis de 8 années de mots retenus, se libérant enfin. Puis, il a parlé. La voix était rauque, non exercée, mais claire comme du cristal. « Papy » a-t-il chuchoté, ses yeux bruns verrouillés sur les miens. « Ne bois pas le thé. Maman a mis quelque chose de mauvais dedans. » Le monde a basculé. Mes genoux ont failli lâcher. J'ai agrippé ses épaules, fixant cet enfant qui n'avait jamais parlé. Pas une seule fois. « Lucas » ai-je réussi à dire. « Est-ce que tu viens ? Est-ce que tu viens de parler ?» Ses petites mains ont attrapé ma chemise. La terreur sur son visage était une terreur réelle, une connaissance d'adulte. « S'il te plaît, papy. » Sa voix s'est brisée. « S'il te plaît, ne le bois pas, mon petit-fils de 8 ans,
qui n'avait pas prononcé un seul mot depuis sa naissance, venait de me sauver la vie, et je n'avais aucune idée de tout ce qu'il s'apprêtait encore à me dire. J'ai guidé Lucas vers la table de la cuisine, mes mains tremblant encore de ce que je venais d'entendre. Le garçon, qui était resté silencieux toute sa vie, avait parlé, et chaque mot me glaçait le sang davantage. « Assieds-toi, mon grand », ai-je dit en tirant une chaise. J'ai versé de l'eau pour nous deux. Pas de thé. Plus jamais ce thé. J'ai besoin que tu me dises tout. Commence par le début. La voix de Lucas était encore rauque, comme un moteur qui n'avait pas tourné depuis des années. Mais les mots venaient, stables et clairs. J'avais 5 ans, a-t-il dit en regardant ses mains. J'étais chez le médecin avec maman. J'ai vu un jouet qui me plaisait, et j'ai dit maman, sans réfléchir. Juste une fois. Le médecin m'a entendu. J'ai attendu, la mâchoire serrée. Cette nuit-là, maman est venue dans ma chambre après que papa se soit endormi. Sa voix est devenue plus calme. Elle a dit que si je parlais encore une fois sans sa permission, elle m'enverrait dans un hôpital spécial. Un endroit où je ne verrais plus jamais toi ni papa. Elle a dit qu'ils font des piqûres aux enfants là-bas, pour les faire dormir pour toujours. 5 ans, menacé de mort pour avoir prononcé un mot. J'avais tellement peur, papy. Ses yeux bruns ont croisé les miens. Alors j'ai arrêté de parler à tout le monde, de tout. Depuis combien de temps es-tu capable de comprendre les choses ? Ai-je demandé, gardant ma voix égale malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Toujours, a-t-il dit simplement. J'ai appris à lire tout seul quand j'avais 6 ans. Grâce aux sous-titres à la télé, grâce à tes livres quand tu les laissais traîner. Ce garçon avait été piégé dans le silence, mais son esprit avait travaillé tout ce temps, apprenant, observant, comprenant tout. J'écoute les conversations des adultes, a continué Lucas. Les gens pensent que parce que je ne parle pas, je n'entends pas. Mais j'entends tout. Papy, qu'est-ce que tu as entendu à propos du thé ? Il y a 6 mois, maman était au téléphone dans sa chambre. J'étais censé dormir, mais je l'ai entendu parler de médicaments, de faire en sorte que tu sois confus, de s'assurer que tu ne te réveilles pas, sa voix s'est brisée. C'est là que j'ai commencé à chercher des preuves. La cuisine m'a semblé trop petite tout à coup. Ma belle-fille planifiait de m'éliminer depuis au moins 6 mois, peut-être plus longtemps. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle surveille tout ce que je fais. Partout où je vais, à chaque fois que tu viens nous voir. Les mains de Lucas se tordaient ensemble. Cette semaine était ma première chance, quand ils sont partis. Quand j'ai su que nous serions seuls et qu'elle ne pourrait pas m'arrêter. 4 jours. C'est tout le temps que nous avions avant leur retour. Avant qu'Amber ne réalise que son plan avait échoué. Papy, a dit Lucas, et quelque chose dans sa voix m'a fait me concentrer totalement sur lui. Je n'ai pas seulement entendu des choses. J'ai gardé des papiers, des preuves. Je les ai cachés là où maman ne penserait jamais à regarder. Quel genre de papier ? Ses recherches sur les vieilles personnes et la médecine, sur comment faire paraître les gens malades quand ils ne le sont pas sur, il a marqué une pause. Sur comment s'assurer que les gens ne se réveillent pas, mon petit-fils avait rassemblé des renseignements comme un agent entraîné pendant des mois, peut-être des années, et il avait 8 ans. Il y a plus, a-t-il ajouté doucement. Des papiers sur moi aussi, sur pourquoi elle me déteste autant. J'ai pensé à l'incapacité de Christopher à regarder son fils dans les yeux, à la voix froide d'Amber quand elle lui parlait. Il y avait des niveaux dans cette histoire que je n'avais même pas commencé à comprendre. La petite main de Lucas a serré la mienne. C'est dans ma chambre, papy. Tout ce qu'elle a planifié. Tu veux le voir ? Lucas m'a conduit à l'étage, dans sa chambre, passant devant les photos de famille qui bordaient le couloir. Des photos de l'enfance de Christopher. Ma femme Marie souriant dans son jardin. Lucas bébé. Des souvenirs de famille normaux cachant quelque chose de pourri en dessous. Sa chambre avait encore le papier peint dinosaure que j'avais aidé à poser quand il avait 4 ans. Je pensais que les couleurs vives pourraient l'encourager à communiquer. Maintenant, je savais qu'il communiquait depuis toujours, juste pas à voix haute. Mais Lucas n'est pas allé vers sa commode. Au lieu de cela, il s'est agenouillé à côté du cadre de son lit en bois et a glissé ses petits doigts dans un espace sous une lame de plancher qu'il avait soulevée il y a longtemps. Maman pense que je ne comprends rien, a chuchoté Lucas. Elle avait l'habitude de laisser ses papiers sur son bureau quand nous n'étions que tous les deux à la maison.
Elle me faisait rester là et la regarder travailler parce qu'elle savait que je ne pourrais le dire à personne. Une fois, elle a reçu un appel d'urgence et a oublié d'emmener une enveloppe jaune avec elle aux toilettes. Je l'ai prise. Je savais que si je prenais tout, elle le remarquerait, alors j'ai pris seulement les pages les plus importantes et je les ai cachées ici. Il a sorti une fine pile de papier plié petit pour tenir dans l'espace. Maman a retourné la maison pour les chercher, a dit Lucas, la peur et la fierté se mélangeant dans ses yeux. Elle a même crié sur papa pour avoir perdu ses documents, mais elle ne m'a jamais soupçonné. Elle m'appelait un décor cassé dans cette maison. Mes mains n'étaient pas stables alors que je dépliais ces papiers. Le premier document était une impression d'un site médical. Signe de maltraitance et de négligence envers les personnes âgées. Un surligneur jaune marquait des sections spécifiques, perte de mémoire progressive, confusion et désorientation accrue, changement dans les habitudes de sommeil. Chaque symptôme que je ressentais depuis 2 ans. Le deuxième document m'a retourné l'estomac, interactions médicamenteuses et patients âgés. Les marges étaient couvertes de l'écriture d'Amber, des calculs, des dosages, des notes sur l'espacement de l'administration pour éviter la détection. Mais le troisième document a rendu tout cela réel. Note de progression intitulée Chronologie HB, écrit de la main précise d'Amber. Mes initiales. Ma vie réduite à une expérience clinique. Mars 2024, première dose administrée, 1 mg de lorazépam. Sujet fatigué, attribue cela au vieillissement normal. Juin 2024, augmentation à 2 mg plus diphénhydramine. Perte de mémoire notée. Septembre 2024, ajout de zolpidem. Modèle de confusion souhaité atteint. J'ai lu cette dernière ligne 2 fois. Modèle de confusion souhaité. Elle avait suivi mon déclin comme un projet scientifique, ajustant les dosages jusqu'à ce qu'elle obtienne les résultats qu'elle voulait. Puis j'ai atteint la dernière entrée. 10 octobre 2024, il y a juste 4 jours. Dose concentrée préparée pour la semaine de croisière. La quantité calculée devrait assurer une résolution permanente dans les 48 à 72 heures suivant l'administration. Ma main a tremblé. Résolution permanente. C'est ainsi qu'elle décrivait la fin de ma vie. Comme la conclusion d'une affaire commerciale. Papy, a dit Lucas doucement. Il y a encore une chose. Sur pourquoi elle me déteste autant. Il a replongé la main dans la cachette du plancher et a sorti un autre papier tout au fond. Résultat de test de paternité ADN. Christopher Bennett. 0% de probabilité de paternité. La pièce a tangué. Je l'ai relu. 0%. Je l'ai trouvé il y a 2 ans, a chuchoté Lucas, des larmes commençant à couler sur ses joues. Je ne suis pas vraiment ton petit-fils. Pas par le sang. C'est pour ça que maman. J'ai laissé tomber les papiers. J'ai tiré ce garçon dans mes bras si fort qu'il en a eu le souffle coupé. Arrête. Ma voix est sortie plus rauque que je ne le voulais. Écoute-moi bien, soldat. Ce n'est pas le sang qui fait la famille. C'est l'amour qui fait la famille. C'est l'honneur qui fait la famille. Je l'ai tenu à bout de bras pour qu'il puisse voir mon visage, voir que je pensais chaque mot. Tu es mon petit-fils. Cela ne changera jamais. Jamais. Lucas a enfoui son visage dans mon épaule et a pleuré. 8 années de peur et de silence se brisant enfin. J'ai tenu ce gamin courageux qui nous protégeait tous les deux de la seule façon qu'il connaissait. Quand il s'est finalement calmé, nous nous sommes assis ensemble sur son petit lit. Les papiers gisaient sur le sol, éparpillés comme des éclats d'obus. La preuve d'un plan de 2 ans pour me détruire. Amber avait été minutieuse, méthodique. Elle avait pensé à tout, sauf qu'elle ne savait pas que Lucas savait lire. Elle ne savait pas qu'il observait, apprenait, volait des preuves sous son nez. Elle ne savait pas que sa victime avait survécu à pire qu'elle dans les jungles de l'Asie du Sud-Est. J'ai tenu ce garçon près de moi pendant que la fureur me brûlait. Amber pensait avoir tout planifié parfaitement. Elle n'avait aucune idée que nous étions sur le point de retourner ses propres preuves contre elle. En bas, dans ma cuisine, j'ai étalé ces documents sur la table comme des cartes de bataille. Lucas regardait, attendant les ordres. C'est la guerre, ai-je dit. 3 phases, preuves médicales. Tout documenté. Piéger ses aveux. Lucas a hoché la tête, s'asseyant plus droit, prêt à se battre. À 15h15, j'ai appelé le docteur Mark Stevens. Nous étions amis depuis 15 ans.
Marc, j'ai besoin d'une prise de sang d'urgence aujourd'hui. Fais-moi confiance. Quand peux-tu être ici? 30 minutes. À 16 heures, une infirmière me prélevait du sang. Marc se tenait dans l'encadrement de la porte, inquiet, mais sans insister. Résultat d'ici demain matin, a-t-il dit. De retour à la maison vers 17 heures, Lucas étudiait ses documents comme des plans de bataille. Ta mère va appeler ce soir, lui ai-je dit. Elle vérifie toujours le deuxième jour, n'est-ce pas? Il a hoché la tête. Elle a besoin de penser que son plan fonctionne. J'ai besoin de la convaincre que je suis confus, que je décline. Nous avons passé l'heure suivante à répéter. Je m'entraînais à bafouiller, à me répéter, à oublier des choses. Lucas me corrigeait quand je n'étais pas assez convaincant. Parfois, paraître faible est la position la plus forte, ai-je expliqué. Laisse l'ennemi croire qu'il a gagné, puis frappe-le par derrière. Le téléphone a sonné à 20 heures précises. Prévisible. Amber, j'ai répondu, laissant ma voix paraître fatiguée. Oh, bonjour cher Harold. Comment te sens-tu? Comment va Lucas? J'ai laissé le silence s'étirer trop longtemps. Lucas. Oh, oui. Bon garçon. Si calme. Est-ce que tu as mangé correctement? Je crois, bien que je ne me souvienne pas si j'ai donné le déjeuner au garçon aujourd'hui. Est-ce que je l'ai fait? Une véritable confusion s'est glissée dans ma voix. Et ce matin, je ne trouvais pas mon portefeuille. De l'autre côté de la table, Lucas m'a levé un pouce. Oh là là, a dit Amber. J'ai entendu la satisfaction qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Cela semble inquiétant. J'ai été si fatigué. Je continue de penser que je vois Marie dans la maison. J'ai laissé mes mots devenir flous. Elle était dans le jardin hier. Où était-ce? Quel jour sommes-nous? Jeudi, Harold. C'est jeudi soir. Jeudi, c'est ça, j'ai répété lentement. As-tu bu ton thé? Sa voix s'est aiguisée. Le thé? Oui. Ça m'aide à dormir. Je dors tellement maintenant. J'ai lié les mots ensemble en bafouillant. Est-ce que c'est censé me rendre aussi fatigué? C'est tout à fait normal. À ton âge, ton corps a besoin de plus de repos. Elle a parlé d'établissement de soins pour la mémoire et d'aide professionnelle, de discuter de mes options à leur retour. J'ai émis des sons vagues et approbateurs, jouant un homme trop confus pour comprendre son propre destin. Quand j'ai raccroché, j'ai abandonné la comédie immédiatement. Lucas me fixait, stupéfait. Elle a totalement marché. 8 ans que tu es resté silencieux, ai-je dit. Je peux bien jouer la confusion pendant 2 jours. J'ai regardé le calendrier. Jeudi soir, il reviendrait dimanche après-midi. 48 heures pour finaliser notre piège. J'avais mené des opérations avec des délais plus serrés au Vietnam, mais à l'époque, je me battais pour des coordonnées et des objectifs que je comprenais à peine. Cette fois, je me battais pour la famille. Vendredi matin à 9 heures, le docteur Stevens a appelé avec des résultats qui confirmaient tout ce que Lucas m'avait dit. Harold, tes analyses de sang sont revenues. Lorazépam, diphénhydramine, zolpidem. Tous non prescrits. Les niveaux étaient dangereusement élevés. Une semaine de plus à ces concentrations, et tu aurais subi des dommages cognitifs irréversibles ou la mort. J'ai fermé les yeux. L'entendre d'un médecin rendait la chose réelle d'une manière que ses notes de progression n'avaient pas faite. Je sais qui a fait ça, Marc. J'ai besoin de 24 heures pour gérer ça à ma façon. Harold, tu dois appeler la police tout de suite. Lundi matin, tu témoigneras au tribunal, je te le promets. Mais j'ai besoin d'un jour de plus. Silence. Puis Marc a soupiré. 24 heures. Pas une minute de plus. À 11 heures, j'ai appelé Daniel Harper, mon avocat depuis 15 ans. Daniel, si j'enregistre quelqu'un à son insu dans l'Ohio, est-ce admissible au tribunal? Une pause. Oui. L'Ohio est un État à consentement unique. Tant que tu fais partie de la conversation, c'est tout à fait légal. Pourquoi? J'aurai besoin de toi dimanche soir vers 18 heures. À 14 heures cet après-midi-là, Lucas et moi étions au magasin d'électronique sur High Street. J'ai acheté un enregistreur vocal numérique, assez petit pour être caché, mais assez sensible pour capter chaque mot. Qualité professionnelle.
Nous l'avons testé sur le parking. Lucas s'est tenu à 5 mètres et a parlé normalement. Quand je l'ai repassé, chaque syllabe ressortait claire comme du cristal. Ce soir-là, à ma table de cuisine, j'ai exposé le plan étape par étape. L'enregistreur irait derrière les livres d'histoire de guerre sur mon étagère du salon. Lucas jouerait tranquillement par terre, silencieux et invisible comme Amber s'y attendait. Quand le moment viendrait, quand elle en aurait dit assez pour se condamner elle-même, il se lèverait, marcherait jusqu'à l'étagère, sortirait l'enregistreur et parlerait. Les mains de Lucas se tordaient ensemble. Et si j'ai trop peur? Et si je ne peux pas le faire? J'ai couvert ses mains avec les miennes. Tu as été courageux pendant 8 ans, soldat. Un jour de plus, c'est tout ce que je demande. Samedi matin, nous avons testé l'enregistreur à plusieurs reprises, vérifié les piles, pratiqué le placement jusqu'à ce que Lucas puisse le faire fluidement. L'après-midi, nous avons fait des répétitions complètes. Je m'entraînais à la confusion, à bafouiller, et à perdre le fil de mes pensées. Lucas s'entraînait à rester silencieux et immobile. Puis nous avons échangé les rôles. Je peux parler, a dit Lucas, sa voix devenant plus forte à chaque répétition. J'ai toujours été capable de parler. Maman m'a fait trop peur. Plus fort, je l'ai coaché. Regarde-les droit dans les yeux. Chaque mot compte. Nous avons répété 5 fois jusqu'à ce que sa voix résonne, claire et confiante. Le soir venu, Lucas n'a pas pu manger beaucoup au dîner. Son estomac était noué par la nervosité. Je lui ai raconté des histoires du Vietnam pour le distraire, à propos de soldats plus jeunes que Christopher qui avaient trouvé un courage qu'ils ignoraient posséder. Au moment de se coucher, Lucas a levé les yeux de son oreiller. Papy, et si tout tourne mal demain? Alors on s'adapte. Mais ça n'arrivera pas. La vérité est de notre côté, et nous avons les preuves pour le prouver. Lucas est tombé dans un sommeil agité. Je n'ai pas dormi du tout. Je suis resté assis dans mon fauteuil à regarder la photo de Marie sur la cheminée, pensant à la famille et à la trahison. Demain, Christopher et Amber marcheraient dans une embuscade. Ils ne le savaient juste pas encore. Dimanche à 14 h, j'ai entendu la voiture de Christopher se garer dans l'allée. Ce bruit familier a déclenché quelque chose en moi que je n'avais pas ressenti depuis 1968. Le calme hyper concentré avant une embuscade. Lucas et moi avons échangé un regard rapide à travers le salon. Ses yeux bruns étaient stables, prêts. Nous avions répété ce moment pendant 2 jours d'affilée. Je me suis positionné dans mon fauteuil, les épaules affaissées, les cheveux non peignés, la chemise mal boutonnée, un côté pendant plus bas que l'autre. J'avais même sauté le rasage ce matin-là. Le miroir m'avait montré exactement ce qu'Amber voulait voir, un homme qui s'effondre. Lucas s'est assis par terre près de mes pieds, des figurines arrangées autour de lui. Il m'a fait un tout petit signe de tête, puis est devenu parfaitement immobile et silencieux. De retour au rôle qu'il avait joué pendant 8 ans. La porte d'entrée s'est ouverte. Harold, nous sommes rentrés. La voix d'Amber a résonné dans la maison, brillante et fausse. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte du salon, bronzée par 4 jours sous le soleil des Caraïbes. Ses yeux m'ont balayé, prenant note de mon apparence négligée. Pendant une fraction de seconde, un éclair d'irritation a traversé son visage, comme si elle était surprise de me trouver encore assis droit dans mon fauteuil au lieu d'être transportée d'urgence à l'hôpital. Puis elle a arrangé son visage pour afficher de l'inquiétude. « Oh, Harold, mon pauvre. Tu as l'air épuisé. As-tu pris soin de toi ?» J'ai laissé mon regard errer comme si j'avais du mal à me concentrer. « Amber, tu es revenu. » C'était. « Combien de temps êtes-vous parti ?»« 4 jours, Harold. »« Juste 4 jours. » Je l'ai répété lentement. « 4 jours, c'est ça ?» J'ai laissé la confusion assombrir mon visage. J'ai été si fatigué. Je ne me souviens pas si Lucas a mangé son petit déjeuner ce matin. Où était-ce hier? Christopher est entré derrière elle en portant leur bagage. Quand il m'a vu, toute couleur a quitté son visage. « Papa » a-t-il dit, la voix tendue. « Tu vas bien ?» Amber lui a lancé un regard d'avertissement, vif, rapide, puis s'est retourné vers moi avec cette voix mielleuse. « Il est juste fatigué, Christopher. » À son âge, ces choses arrivent naturellement. Elle s'est installée sur mon canapé comme si elle le possédait, prenant ses aises, confiante. « Harold, as-tu pris ton thé ?»
Le mélange spécial que j'ai préparé? J'ai hoché la tête vaguement. Le thé? Oui, le thé aide. Je dors tellement maintenant. Tout le temps à dormir. C'est bien. Elle ne pouvait pas tout à fait cacher le plaisir dans sa voix. C'est très bien. Ton corps a besoin de repos. Elle s'est tournée vers Christopher. Tu vois ce que je veux dire? Il décline clairement plus vite que nous le pensions. Nous devons vraiment avoir cette conversation que nous avons repoussée. Christopher a ouvert la bouche. Amber, peut-être que nous devrions. Christopher, elle l'a coupé. Dur. Définitif. Ton père a besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Elle s'est retournée vers moi et maintenant le masque glissait. Maintenant, je pouvais voir ce qui était vraiment en dessous. Harold, que penserais-tu d'un endroit où des infirmières pourraient veiller sur toi, où des gens pourraient s'assurer que tu es en sécurité? J'ai rendu ma voix petite, vaincue. Je ne veux pas être un problème. Un fardeau pour vous les enfants. Tu n'es pas un fardeau. Les mots étaient justes, mais le ton était tout faux. Mais la nature suit son cours. Certaines personnes de ton âge s'effacent simplement plus vite que d'autres, surtout quand elles ne sont plus aussi vives qu'avant. Elle s'échauffait maintenant sur son sujet, devenant plus audacieuse. Un établissement de soins pour la mémoire serait le mieux pour tout le monde. Ensuite, nous pourrions gérer tes affaires correctement. La maison, les finances, toutes ces choses compliquées dont tu n'as plus besoin de te soucier. Christopher a bougé, mal à l'aise, dans l'encadrement de la porte. Amber. Elle l'a ignoré complètement. Tout sera tellement plus simple, a-t-elle continué presque pour elle-même, une fois que les arrangements appropriés seront faits. L'enregistreur derrière ses livres sur mon étagère captait chaque mot, chaque calcul froid, chaque pièce de preuve dont nous avions besoin. Je suis resté assis là, jouant mon rôle, le vieil homme confus, la victime facile, la laissant penser qu'elle avait gagné. C'est à ce moment-là que Lucas s'est levé lentement, délibérément. Et il n'a pas marché vers moi. Il a marché vers l'étagère. La voix d'Amber s'est coupée au milieu de sa phrase. Lucas a marché jusqu'à la bibliothèque, a tendu la main derrière les vieux livres de guerre, a sorti l'enregistreur numérique, s'est tourné pour faire face à sa mère, et a parlé. Cela enregistre depuis que vous êtes entré. Le visage d'Amber est devenu blanc. Et je peux parler, a dit Lucas, sa voix claire et stable. J'ai toujours été capable de parler. Le silence s'est écrasé dans la pièce. La bouche d'Amber s'est ouverte. C'est impossible. Tu es muet. Les médecins. Les médecins à qui tu as menti, a dit Lucas. J'ai fait semblant parce que tu as dit que tu ferais du mal à papy si je parlais. Christopher a fixé son fils, stupéfait. Tu peux vraiment. Je me suis levé, abandonnant entièrement la comédie de la confusion. Le garçon a été capable de parler toute sa vie, tout comme je suis complètement lucide depuis 5 jours. Amber a trébuché en arrière. Tu n'es pas confus. Pas même un peu, ai-je dit froidement. Il s'avère qu'arrêter ton thé drogué fait des miracles. Je ne sais pas ce que tu. Pas, je l'ai coupé. J'ai sorti le dossier manille de côté du fauteuil. Nous avons ta documentation juste ici. Tes recherches, tes études sur les médicaments, tes notes de progression. J'ai lu à haute voix. 10 octobre. Dose concentrée préparée pour la semaine de croisière. Résolution permanente dans les 48 à 72 heures. J'ai levé les yeux. C'est comme ça que tu as décrit la fin de ma vie. Le visage de Christopher s'est vidé de sa couleur. Papa, non, elle ne ferait pas. Elle m'empoisonne depuis 2 ans, ai-je dit. Lorazépam, diphénhydramine, zolpidem. Stevens a fait un panel sanguin. Tout est documenté. L'enregistreur a tout capté, ai-je ajouté. Chaque mot que tu as dit aujourd'hui. J'ai replongé la main dans le dossier. Mais tu veux savoir le pire? J'ai trouvé le test ADN, Amber. Je l'ai tenu en l'air. Lucas n'est pas le fils biologique de Christopher. Tu as piégé mon fils avec l'enfant d'un autre homme. Le visage de Christopher m'a dit qu'il savait. Lucas s'est avancé. Je l'ai trouvé il y a 2 ans. Je sais que je ne suis pas vraiment un Bennett. Je me suis tourné vers lui, ma voix ferme. Tu es un Bennett, soldat. Le sang ne fait pas la famille. L'honneur, si.
Le visage d'Amber s'est tordu de rage. Ce bâtard a tout gâché. Je n'ai jamais voulu de lui. Elle a réalisé ce qu'elle venait d'admettre. Et toi, tu étais censé t'effacer tranquillement. Le thé fonctionnait jusqu'à ce que... Elle s'est jetée vers Lucas. Si tu étais juste resté silencieux. J'ai bougé par pur instinct, m'interposant entre eux et attrapant son poignet. Touche ce garçon et ce sera la dernière chose que tu feras. Amber s'est débattue contre ma prise. Lâche-moi. Ce n'est même pas ton vrai petit-fils. Je l'ai tenu avec la même prise ferme que j'avais utilisée pour tenir un fusil il y a 50 ans. Ce garçon a plus d'honneur que tu ne pourrais en avoir en 10 vies. J'ai regardé Lucas. Appelle le 911, soldat. Tentative de coups et blessures graves et maltraitance sur personne âgée. Lucas a couru vers le téléphone de la cuisine. Christopher s'est effondré dans le fauteuil. Papa, je suis désolé. Je ne savais pas qu'elle allait vraiment. Je pensais qu'elle ne faisait que parler. Tu en savais assez, ai-je dit. Tu savais pour le garçon. Tu savais qu'elle faisait quelque chose. Tu as choisi le silence. Elle menaçait de divorcer. De tout prendre. J'étais piégé. Alors tu l'as laissé réduire ton fils au silence pendant 8 ans, empoisonner ton père. Tu es devenu complice. Lucas a appelé depuis la cuisine. Ils arrivent, papy. 5 minutes. Les sirènes sont devenues plus fortes. Amber a arrêté de se débattre quand elle les a entendues. Lucas s'est tenu derrière moi, sa main agrippant ma chemise. Nous avions survécu. Mais en regardant mon fils effondré dans ce fauteuil, la douleur de cela était presque égale à la trahison. Les roues de la justice ont tourné lentement, mais quand elles ont atteint Amber, elles ont réduit en poussière tout ce qu'elle avait bâti sur des mensonges. Dimanche soir, la police a emmené Amber menottée. Elle a hurlé que j'avais manipulé Lucas, que le garçon était malade mentalement, que j'étais sénile. L'officier n'a rien dit. Ils avaient entendu l'enregistrement. Christopher est parti dans une voiture séparée pour interrogatoire. Son visage était gris. Les détectives ont interrogé Lucas et moi séparément au cours des 3 jours suivants. Lucas a répondu à chaque question de sa voix claire et stable. Il a expliqué les menaces à l'âge de 5 ans, les 8 années de silence forcé, les preuves qu'il avait rassemblées. Le docteur Emily Watson a évalué Lucas à la demande du procureur. Son rapport a confirmé une intelligence exceptionnellement élevée. Le silence forcé a été documenté comme un abus psychologique. Plus important encore, elle l'a certifié comme témoin crédible. Le docteur Mark Stevens a témoigné au sujet des analyses de sang. Les niveaux de lorazépam, diphénhydramine et zolpidem dans mon système avaient été dangereusement élevés. Une semaine de plus, a-t-il dit, et j'aurais probablement subi des dommages irréversibles ou la mort. Daniel Harper a présenté les preuves, la confession enregistrée, les notes de progression de la main d'Amber, le test ADN montrant le mobile, les sachets de thé de mon placard. L'analyse en laboratoire a confirmé que les sachets contenaient les mêmes médicaments trouvés dans mon sang. La défense d'Amber a essayé de prétendre que j'avais planté les preuves, que Lucas avait été coaché, que l'enregistrement était truqué. Mais il ne pouvait pas expliquer les notes de progression de sa main. Il ne pouvait pas expliquer les drogues dans le thé qu'elle avait personnellement préparé. Il ne pouvait pas expliquer sa voix sur l'enregistrement, froide et calculatrice. Le procès a duré 3 semaines. Les preuves étaient accablantes. Le juge a condamné Amber à 15 ans de prison pour tentative de coups et blessures graves, maltraitance sur personnes âgées et mise en danger d'enfants. Christopher a reçu 5 ans de probation. Il avait pleinement coopéré et exprimé un remords sincère. Le juge a clairement indiqué que son silence avait permis 8 années d'abus. L'audience pour la garde a été brève. Christopher a comparu volontairement. Je renonce à tous mes droits parentaux, a-t-il dit au juge. Lucas mérite mieux. Mon père a été plus un père que je ne l'ai jamais été. Le juge m'a accordé la tutelle légale complète. 1 mois plus tard, j'ai rendu visite à Christopher à la prison du comté. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Comment va-t-il, a demandé Christopher. Lucas parle sans arrêt, il s'épanouit. Les yeux de Christopher se sont remplis de larmes. Bien. C'est bien, papa. J'ai été si faible. Je sais que ça n'excuse pas, non, ai-je dit. Ça n'excuse pas. Tu l'as laissé faire du mal à ce garçon pendant 8 ans. Tu l'as laissé m'empoisonner.
Tu as été une victime au début, mais ensuite tu es devenu complice. Je vivrai avec ça pour toujours. Mais... peux-tu lui dire que je l'aime? Même si j'ai échoué? Je suis resté silencieux un long moment. Je lui dirai. Qu'il te pardonne ou non est son choix. Mais oui, je lui dirai. Merci, papa. Et merci d'avoir été fort quand je ne pouvais pas l'être. Je suis parti sans me retourner. Je ne lui rendrai plus visite. 6 mois plus tard, alors que le printemps cédait la place au début de l'été, Lucas et moi avions construit quelque chose que je pensais avoir perdu quand ma femme est décédée, une famille. Liée non pas par le sang, mais par le choix et la survie. Il y a une différence entre survivre et vivre. Lucas m'a appris cette différence. Un samedi matin de fin avril, Lucas et moi étions assis sur le quai du réservoir local, les lignes de pêche lancées dans une eau qui reflétait le ciel bleu pâle. L'air sentait l'herbe fraîche et la possibilité. Ma présentation scientifique sur les ondes sonores a eu la meilleure note de la classe, a dit Lucas, sa voix animée. Madame Brooke a dit que c'était le meilleur qu'elle ait jamais vu de la part d'un élève de 3e année. J'ai souri. Pas surpris, soldat. Tu rattrapes le temps perdu avec cette voix. Le docteur Watson dit que je progresse vraiment bien. Elle pense que je pourrais être prêt à sauter une classe pour aller en 5e année l'an prochain. Ta grand-mère aurait été si fière, ai-je dit doucement. Les Bennett ont toujours été vifs. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant les lignes, écoutant les oiseaux du printemps. Papy, la voix de Lucas était plus douce maintenant. Est-ce que tu penses parfois à mon père biologique? Je n'ai pas hésité. Non, parce que je regarde mon petit-fils en ce moment même. Mais nous ne partageons pas le même sang. Nous partageons quelque chose de plus fort que le sang, ai-je dit. Le sang est un accident de naissance. La famille, c'est ceux pour qui tu es prêt à te battre. Nous avons fait ça. Cela fait de nous une famille au sens le plus vrai. Lucas est resté silencieux un moment. Est-ce que je peux toujours être un Bennett? Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Fils, tu as mérité ce nom. Tu as montré plus de courage que la plupart des soldats avec qui j'ai servi. Tu es un Bennett parce que tu as agi comme un Bennett quand ça comptait le plus. Ses yeux se sont illuminés. Je veux être comme le docteur Watson quand je serai grand. Aider les enfants qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont trop peur. Ma gorge s'est serrée. Tu feras des choses extraordinaires, Lucas. Tu les comprends d'une manière que personne d'autre ne peut. Tu penses que je peux vraiment le faire? Tu as survécu 8 ans et sauvé nos 2 vies, ai-je dit. Tu peux tout faire. La canne à pêche de Lucas a soudainement tiré fort. Ses yeux se sont écarquillés. J'ai quelque chose. Nous avons tous les deux attrapé la canne, travaillant ensemble pour ramener ce qu'il avait accroché. La ligne résistait, pliant la canne en un arc prononcé. Doucement maintenant, je l'ai coaché. Laisse-le se fatiguer d'abord. Après une minute de lutte, une petite perche a percé la surface, se tordant à la lumière du soleil. Lucas a ri de pure joie, un son que je ne prendrai jamais pour acquis. Nous avons ramené le poisson sur le quai, et j'ai montré à Lucas comment le relâcher correctement, en soutenant son poids dans l'eau jusqu'à ce qu'il s'éloigne à la nage. Papy, a demandé Lucas alors que nous réinstallions les lignes. Penses-tu que papa viendra nous rendre visite un jour? J'ai considéré la question avec soin. Je ne sais pas. Ton père fait face à sa propre culpabilité. Mais nous allons bien. Mieux que bien. Oui, a dit Lucas simplement. Nous allons bien. Le soleil montait plus haut. Une brise a ondulé à travers l'eau. Lucas fredonnait doucement en regardant sa ligne, un son qui lui avait été refusé pendant 8 ans. L'armée m'a appris le devoir. Mon fils m'a appris la déception. Mais Lucas m'a appris la vraie signification de la famille. Pas qui partage votre sang, mais qui partage vos batailles. Il y a 2 semaines, Lucas a eu sa première séance avec le docteur Watson où il a parlé de vouloir aider d'autres enfants un jour. Elle m'a dit après coup que son empathie et sa perspicacité étaient remarquables, que le traumatisme, quand on y survit, peut devenir une force. Christopher a envoyé une lettre depuis la prison. Je ne l'ai pas encore ouverte. Peut-être que je le ferai. Peut-être que Lucas voudra la lire un jour, mais c'est un choix pour un autre jour. À 68 ans, j'ai retrouvé mon but, non pas en tant que soldat, non pas en tant que père déçu,
mais en tant que grand-père d'un garçon qui a trouvé sa voie et sauvé nos deux vies. Certaines familles naissent. La nôtre a été forgée dans la bataille, et cela la rend incassable. En repensant à tout ce qui s'est passé, je veux partager quelque chose avec vous. Cette histoire vraie n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à chaque grand-parent qui s'est un jour senti impuissant. À chaque enfant qui a un jour été réduit au silence. Ne soyez pas comme je l'ai été. J'ai ignoré les signes avant-coureurs. J'ai écarté ce sentiment de malaise quand Amber souriait trop doucement. J'ai fait confiance aveuglément alors que j'aurais dû questionner. Si vous sentez que quelque chose ne va pas avec un être cher, surtout un parent âgé ou un enfant silencieux, enquêtez immédiatement. N'attendez pas que la preuve vous tombe sur les genoux comme cela m'est arrivé. Dieu merci, Lucas a trouvé le courage de parler. Dieu merci, j'ai eu assez de clarté restante pour écouter. Et Dieu merci, nous avions l'un l'autre quand tout s'est effondré. Sans intervention divine et le courage extraordinaire de ce garçon, je ne serais pas ici à vous raconter cette histoire de grand-père. La leçon que Lucas et moi avons apprise est celle-ci, la famille n'est pas une question d'ADN. C'est une question de qui se tient à vos côtés quand la bataille arrive. Le sang peut vous connecter par accident, mais l'amour et l'honneur vous connectent par choix. Nous nous sommes battus l'un pour l'autre. Cela nous a rendus incassables. Si vous élevez un petit enfant, protégez un parent vieillissant, ou essayez simplement de maintenir votre famille unie, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Ces histoires de grand-père comptent. Ces histoires vraies sauvent des vies. Lucas et moi sommes la preuve que le courage et la vérité peuvent vaincre même la plus sombre des tromperies. Alors, je vous le demande, avez-vous déjà soupçonné que quelque chose n'allait pas mais êtes resté silencieux? Qu'auriez-vous fait dans ma situation? S'il vous plaît, commentez ci-dessous et partagez vos pensées. Si cette histoire a touché votre cœur, cliquez sur ce bouton s'abonner pour ne jamais manquer une autre histoire comme la nôtre. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que parfois, les batailles les plus importantes se livrent à l'intérieur de nos propres maisons. Merci d'avoir écouté. Restez vigilants, restez forts, et choisissez toujours l'amour plutôt que le silence.